Bonjour, je vous propose en version audio ce webinaire consacré à la perversion narcissique, le deuxième volet pour être plus précise, puisque le premier a été diffusé le 27 février dernier, où il s'agissait de profiler le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme. Et ici, je vais exposer autre chose que ce qui est couramment diffusé sur YouTube ou Facebook ou bref les réseaux sociaux, vous donner une lecture psychanalytique de la perversion narcissique du point de vue de la victime. Et donc, ce webinaire-ci s'appelle « Comment en sortir de la perversion narcissique ?» alors que le premier volet, qui est disponible en replay, s'intitule « Comprendre la perversion narcissique ». Nous avons dit que l'homme était un caméléon, pervers narcissique, et que la femme était plutôt une menthe religieuse. C'est-à-dire que l'homme était dans une composition très hollywoodienne pour s'infiltrer quelque part dans l'environnement de sa victime et le phagocyter, alors que la femme est plutôt destructrice de l'homme. Elle a besoin vraiment de son anéantissement et c'est ça qui fait sa jouissance. Mais tous les deux sont sur la base d'un même terreau, qui est une faille narcissique, c'est-à-dire que globalement, l'un comme l'autre, victime comme bourreau, tous les deux ont un manque, une espèce de vide psychique qui les anime et qui va produire pour l'un le besoin de domination et pour l'autre le besoin d'être dominé et de confier surtout de manière très bonne, bonne comme le bon pain, avec beaucoup de bonté, les clés du pouvoir à l'autre parce que visiblement, ça lui fait beaucoup de bien. Mais évidemment, ça sera à son corps défendant. En fait, donc, étonnamment, ils collaborent ensemble dans une complicité tout à fait mortifère. C'est terrible à entendre d'ailleurs pour les personnes qui se sont faites piéger dans ces scénarios de dégradation, de dévalorisation, de domination et de consentement à tout ça, parce que dans le fond, les victimes, ce sont bien elles qui s'infligent une situation. Elle est tentante au début parce qu'elle narcissise beaucoup, et puis elle est délétère et bien évidemment piégeuse. Donc, il y a bien une différence entre le pervers narcissique et sa proie, c'est que le sujet pervers narcissique cherche sa proie dans l'unique but de la dominer. Et quand je parle du pervers narcissique, je parle bien du sujet, je ne parle pas forcément de l'homme, pour que la question soit très tranchée, mais que ça soit plus simple à évoquer. Le pervers narcissique n'a pas du tout l'intention de rendre sa victime heureuse, pas du tout l'intention de construire une relation. Le lien est suffisant, il peut s'en contenter et d'ailleurs il en a un cruel besoin. Il prend même plaisir à aliéner l'autre qu'il a choisi précisément pour sa prédisposition à le supporter durablement. Alors voilà, voyons maintenant du point de vue de la victime, femme ou homme, comment ça s'inscrit. Pourquoi devient-on victime? Nous allons donc passer ce moment ensemble à tenter de comprendre et éclairer la personnalité de la victime d'un pervers narcissique en abordant des thèmes comme le masochisme moral, la codépendance, le processus d'aliénation, l'emprise, le principe de réalité et vous verrez qu'il vous sauvera, la courbe du deuil, etc. Tout cela, évidemment, chez la victime, reposant sur une logique de complaisance et de grande tolérance. Finalement, les victimes sont des êtres qui accordent à autrui le droit d'être, même s'il y a maltraitance. Alors, dans les topiques de Freud, la première datant de 1910, la deuxième de 1920, la première parlant du conscient, du préconscient, qui est le principe de réalité, et de l'inconscient qui est le principe du plaisir, et la deuxième, le moi, le ça, le surmoi. Là, vous voyez ça sur ce schéma. Ce que je viens dire, c'est que le principe de réalité et le principe de plaisir seraient-ils en opposition? Eh bien non. Eh bien non. Qu'est-ce qui fait que le principe de réalité est important? C'est que dans le fond, on fait les choses en fonction de leur faisabilité. Dans le principe du plaisir, on fait les choses en fonction de ce qui nous anime. Mais évidemment, ça pourrait être contradictoire. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont Luc Ferry l'a évoqué à un moment dans une de ses évocations que j'ai retrouvées sur les réseaux sociaux, où il dit que dans le fond, c'est très simple. Il ne s'oppose pas. Le principe de plaisir, c'est celui qui domine la vie de l'enfant, ou d'ailleurs de toute personne encore teintée d'un très grand infantilisme, c'est-à-dire tout de suite. Donc, ce sont des gens qui ne savent jamais différer leur plaisir. Ils ont toujours besoin d'être satisfaits et la frustration, bien évidemment, est insupportable.
Le principe de réalité, ce n'est pas du tout un renoncement au plaisir, c'est d'assurer le plaisir, mais dans la limite de ce qui est possible. C'est donc l'intelligence qui tient compte de la réalité, quitte à différer le plaisir. Donc ça, c'est à bien distinguer. Alors, là où je vais au fur et à mesure égrener cette question autour du principe de réalité, c'est il va être le fondement de ma stratégie à l'égard des victimes des pervers narcissiques qui doivent pouvoir analyser leur vécu, leur comportement, leur consentement inconscient. Ça, c'est mon credo, afin que ces victimes trouvent une résonance en elles et qu'elles prennent conscience de ce qu'elles s'infligent. Car en fait, et c'est bien ça le problème, c'est que l'abus n'est possible que si l'abusé l'autorise. Et pour sortir de la perversion narcissique, à mon avis, il suffit, en tout cas, il est important de prendre conscience de ce dans quoi on s'est enfermé. Justement, il faut entrer dans un processus de réalité et non d'imaginaire. Dans un second temps, vous pourrez me poser vos questions par mail, si vous le souhaitez, à véronique.salman@gmail.com. Sortir de l'emprise, comment faire avec ou sans enfant, comment se loger, comment gagner sa vie, comment reconsidérer les budgets, comment reprendre les rênes du quotidien, même si finalement, et je crois que toutes les victimes en conviennent, les rênes, on ne les a vraiment jamais laissées à l'autre parce que dans le fond, ils n'en voulaient pas. C'est extraordinairement puissant de comprendre que toutes les victimes de pervers narcissiques ont peur d'une séparation parce qu'elles ont peur d'être seules. Or, en fait, elles doivent convenir qu'elles sont seules depuis toujours, puisque l'autre n'a jamais pris sa place. Et c'est bien ça qui est important, c'est qu'en fait, cette supercherie-là soit démasquée. Donc, nous serons pragmatiques dans le deuxième temps. Je voudrais vous proposer un témoignage d'une de mes patientes que je remercie pour ce témoignage qui est criant de vérité et où vous allez comprendre que les contradictions et les paradoxes ne dérangent absolument pas un pervers narcissique et que si la victime ne prend pas conscience de ce fatras d'incohérence, eh bien, elle est promise à malheureusement une emprise durable. Alors voilà ce que dit ce témoignage. Pour me séduire, il me dit que je suis ce qu'il a connu de mieux dans sa vie, qu'il ne fume plus, qu'il n'est pas intéressé par le foot, qu'il participe aux tâches ménagères. Il m'appelle plusieurs fois par jour, il adore comment je suis habillée. Et elle me dit, moi, à ce moment-là dans ma vie, je suis pantalon et col roulé noir, en mode ne m'approchez pas, laissez-moi tranquille, ne me regardez même pas, parce que dans le fond, elle vient justement de souffrir d'une rupture difficile. On emménage rapidement, dit-elle, et il veut se paxer pour éviter l'armée. Il se met à regarder les matchs de foot à la télé, il essaye de me convertir en m'emmenant au stade. En fait, il est fan, il y va dès qu'il y a un match, il fume, bien sûr, et surtout, il ne participe pas aux tâches ménagères. J'accepte tout. Je justifie ses mensonges comme normal, puisqu'il voulait me plaire. Après tout, je ne lui ai rien demandé. Et c'est là où on voit qu'il y a une distorsion, c'est que la culpabilité, elle la prend à son compte. C'est-à-dire que les mensonges, là, et la contradiction de son comportement par rapport à ce qu'il a édicté lui-même, eh bien, ce ne serait visiblement pas de sa faute. Et c'est là, en fait, où il faut être attentif. Je reprends le récit. Il n'y a aucune démonstration amoureuse, hormis par des cadeaux flamboyants en présence de quelqu'un. Il m'a isolée de mes copains, de ma famille, toujours une critique à dire ou une jalousie qu'il trouvait justifiée, alors que je ne fréquente pas d'ex. Par contre, on est allé voir une de ses ex en vacances, que j'ai repérée par leurs regards échangés. Pour lui, c'est normal qu'il ait gardé contact, pas pour moi. On m'a proposé une mission intéressante, je lui demande son avis, il me dit qu'il y a quelque chose de caché là-dessous, trop de responsabilités, un niveau trop élevé pour moi, que je n'y arriverai jamais, bref, que c'est un piège. Il essaye de trouver un truc dans le contrat pour me déstabiliser et dire que ce n'est pas très sérieux tout ça. Et il réussit. Or, c'était une mission vraiment intéressante que j'ai laissé passer. Il m'offre une bague de fiançailles. C'était rapide, pas spécialement romantique, mais je semblais être contente. Je lui ai dit que je n'avais rien pour lui. J'étais embêtée. Je semblais quand même, je pense que je devais, me dit-elle, faire quelque chose. Donc, je lui achète une chevalière. Et quelques jours après, je lui prépare un petit déjeuner en terrasse, dit-elle, avec donc ce cadeau. Et sa réponse est, j'aurais préféré une PlayStation. C'est du vécu. Hein. Ça n'avait aucune valeur pour lui, dit-elle, les fiançailles ou le mariage.
Lorsque j'ai été enceinte, elle continue, j'ai voulu m'informer sur la parentalité avec des livres. Et là encore, j'ai reçu des réflexions. Tu m'énerves avec tous tes livres, tu crois en savoir plus que moi, que tu vas y trouver toutes les réponses. Voilà. Il achète une voiture sans m'en parler parce qu'il faut paraître. Ça fait mieux que dans une 406 que dans une 206, me dit-il. Lors d'un repas avec des copains, il répond à la question pour quand le mariage? Eh bien, il dit qu'on a décidé d'attendre pour l'instant, question finance. Sauf qu'il ne m'a pas concerté, je ne sais pas de quoi il s'agit, que je n'étais pas au courant, qu'on n'en avait pas discuté. En fait, il en a discuté avec sa mère avec qui il est constamment au téléphone plusieurs fois par jour, tous les jours, et c'est très envahissant. Il veut que je porte des robes, ce qui m'est impossible. Il m'achète un manteau long chic, ce qui n'est clairement pas mon style. J'accepte. Je ne suis pas à l'aise et j'ai accepté aussi une robe quand j'étais enceinte parce que sa mère a insisté. Je dois me laisser pousser les cheveux, les avoir longs et porter des talons. Ce n'est pas moi qu'il aime, c'est ce qu'il peut arriver à faire de moi. Je ne suis qu'une vitrine pour lui. Il veut me forcer à faire certaines choses, mais ce n'est jamais vraiment directement. C'est très insidieux en parole et en acte. Et là, elle dit quelque chose de tout à fait intéressant. Elle dit, peut-être qu'un fait a déclenché un début de réaction de ma part, une prise de conscience de tous ces faits qui n'étaient pas normaux. Un jour, il m'a interdit, dans ces termes, de prendre des cours de pilotage. C'est ce que je voulais depuis toute petite, depuis toujours. Et là, j'ai pu réagir. J'ai été catégorique et j'ai dit, jamais tu ne m'interdiras quoi que ce soit. Mais, dit-elle, je n'ai pas pris de cours de pilotage pour autant et je suis encore restée avec lui. Enfin, cependant, quelque chose s'était passé. Voilà une femme qui a été isolée, qui, pour finalement manifester sa réprobation, s'est murée dans un mutisme pendant 4 mois et elle faisait les choses, le nécessaire, elle tenait la maison, elle s'occupait de son fils, elle faisait des promenades avec lui, mais elle ne lui disait plus rien. Elle avait surtout besoin de se rassembler pour pouvoir savoir ce qui devait se passer. Et comme elle a considéré qu'il fallait mettre les choses au point et qu'elle ne voulait pas faire vivre son fils dans un univers de violence ou de conflit, elle a décidé qu'on se séparait. Elle a elle-même, dit-elle, pleuré toute la nuit. Elle a même appelé ses copains à lui pour qu'ils prennent soin de lui à ce moment-là. Et lui, évidemment, il n'était ni triste ni seul. Il lui a reproché ce genre de comportement en lui disant que tout le monde n'avait pas besoin de le savoir. Et c'est vrai que ça, c'est assez constant. C'est que il se passe à peu près 5 secondes entre le fait de savoir, par exemple, quand je demande à un homme qu'est-ce qui se passerait éventuellement si une séparation se produisait dans le cadre des couples que je reçois en thérapie, je vois bien qu'il y a quelque chose de très rapide dans le process mental où quelqu'un de pervers narcissique va être capable de dire je serais dévasté, mais on ne sent pas véritablement une fibre émotionnelle là-dedans. Et également, 5 secondes après, dire oui, mais en fait, ça me donnerait pas mal de liberté, tout ça. Et voilà, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance, enfin, le principe du plaisir, pour lui, il prévaut sur tout, tout de suite, alors que le principe de réalité de sa victime, c'est de dire ah, en effet, ça tient à ça. Bah, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. La question de l'emprise et du lien tyrannique vient ici se préciser. En fait, tout se joue toujours très tôt, et ce n'est pas la psychanalyste que je suis qui vous dira le contraire, c'est bien sûr une question narcissique. Ce stade du narcissisme primaire, c'est au moment en fait où se forge le moi idéal. Vous savez, le moi idéal pour un enfant, c'est il se présente comme je suis le tout de ma famille, tellement je suis venue au monde, je suis important. C'est Sa Majesté bébé, comme on dit. Alors que l'idéal du moi, c'est celui que j'aimerais être, mais que je ne suis pas. Alors voilà, le narcissisme primaire correspond à la période où la libido, c'est-à-dire la pulsion de vie du jeune enfant, est complètement portée sur lui-même et tout ce qu'il fait, en fait, est fait pour servir son propre narcissisme. L'absence de ce narcissisme crée une carence, évidemment. Avec la figure d'attachement principale, en général la mère, on peut comprendre comment une victime s'organise psychiquement pour être la victime désignée du pervers narcissique, puisque l'emprise qui est habituellement associée aux idées de contrainte, de force et de puissance, peut généralement s'inscrire dès l'enfance avec une mère possessive, une mère qui va considérer que son enfant est son enfant trophée ou son enfant consolateur. Ça veut dire que la conquête de l'autonomie
à laquelle quand même tout enfant doit prétendre. Eh bien, cette autonomie, elle va passer par un temps de dépendance à l'égard de l'objet d'amour, hein, donc le parent, mais il faut savoir qu'on grandit pour soi et contre l'autre, forcément. Et on grandit aussi contre sa propre tendance à rester passivement dépendant de la figure d'attachement, ou alors pour répondre au désir de la figure d'attachement. La mère, le père, peu importe, tous les parents ne poussent pas à l'autonomie de leurs enfants. Donc, il arrive que ce processus d'autonomie soit précocement entravé parce que l'objet, c'est-à-dire la figure d'attachement, redoute la séparation. Alors pourquoi? Ben parce que parfois, la mère, généralement, se sent disqualifiée par cette autonomie naissante. Elle a moins de rôle, elle est moins importante pour l'enfant, ou même tout court pour la famille parce que les enfants grandissent. Ou alors parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle ne sent pas, parce qu'elle ne reconnaît pas le besoin d'autonomie de l'enfant. Alors, si l'invention de soi et du monde ne peut pas se développer activement au bon moment et dans de bonnes conditions, eh bien, elle va rester en attente et elle va se réactiver au contact de quelqu'un qui va remplacer la figure d'attachement. Donc, sans autonomie, on comprend bien un conditionnement absolu à la dépendance. Je ne peux pas être ce que je voudrais être en propre, je ne peux être que ce que l'autre me dit d'être. Et je vous renvoie au webinaire que j'ai produit sur l'attachement en 2 volets, en octobre et en novembre 2020. Vous pouvez commander ces webinaires en replay au prix de 8 € sur mon site internet www.véronique-salman.fr. On voit bien que dans ce cas de figure-là, la figure d'attachement principale exerce une emprise pour maintenir cet enfant comme source de satisfaction juste à proximité. C'est même une théorie que j'ai appelée la poupée préférée. Alors cette théorie de la poupée préférée, je l'ai décrite dans un webinaire. J'ai même montré une photo tout à fait symptomatique dans un webinaire de la fin janvier 2021. Vous pouvez aussi en commander le replay. Et puis aussi, il faut se dire que si l'emprise maternelle à l'égard du bébé ne parvient pas à cesser, eh bien l'enfant va devenir progressivement incapable par identification d'accomplir lui-même ce qui jadis était nécessairement dévolu à la mère. Il acquiert progressivement la conviction qu'il ne va pas pouvoir exercer un pouvoir sur le monde, les choses ou les gens, en tout cas une relation au moins d'égal à égal, même devenu adulte, même devenu parent à son tour, il ne pourra pas former en lui son processus d'autorité. Et c'est là qu'il donne les clés au tyran. Donc, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle La trilogie inconsciente, dont je suis en train de préparer la réédition et la réécriture, euh, on voit bien que là, il y a une reproduction de l'acceptation de l'emprise. Je dis un mot sur cette question de la trilogie inconsciente, puisque c'est le titre de mon livre et le titre du concept que j'ai développé. Je considère que tout enfant souffre de quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, il souffre de ne pas pouvoir être dans sa toute-puissance à faire ce qu'il veut. Je dirais qu'à vivre une souffrance, l'enfant va s'y adapter pour la supporter. Donc, ce renoncement à sa toute-puissance, à faire ce qu'il veut, ben, il doit s'en accommoder. Et donc, l'enfant s'y adapte pour la supporter et pour ne plus en souffrir, il la normalise. Dès lors, dès lors que cette normalisation s'est activée, il tombe dans son propre piège de la reproduction du même type de souffrance qu'il a antérieurement connue. Il la reproduit sur lui, sur les autres ou sur les deux. Donc la trilogie inconsciente se résume en 3 mots, souffrance, normalisation, reproduction. Elle est elle-même issue d'une première trilogie, renoncement, accommodation, satisfaction relative. Donc vous voyez bien que dans la reproduction de ce qu'il a connu, ce personnage victime-là, dans l'acceptation de l'emprise, ne fait que réactiver ce qu'il a connu très archaïquement. Donc je peux dire, moi j'en ai la conviction profonde, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé dans une dépendance affective totale, donc aux prises probablement d'un pervers narcissique, elles doivent en fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la cause de leurs problèmes dans la vie, mais bien de la conséquence d'un conditionnement très ancien qu'il faut aller visiter et revisiter en thérapie pour
en sortir. Donc sortir de la perversion narcissique, c'est comprendre comment ça s'est inscrit de manière très ancienne dans un système familial qui, même teinté d'amour, a produit probablement un process de dépendance et de manque d'autonomie. Alors, la genèse d'une victime, elle ne se tient pas à ça uniquement, elle part aussi, elle parle aussi de la question du masochisme. Freud en a parlé au-delà du principe de plaisir, il en a parlé dans Le problème économique du masochisme. En fait, il prend en compte la pulsion de mort comme primordiale et fondatrice dans la création du masochisme. En fait, le masochisme moral, c'est en fait une espèce de sentiment inconscient de culpabilité. Il dit que nous oscillons entre Eros et Thanatos, qui sont deux divinités de la Grèce antique et qui ont été popularisées donc par l'association qu'il en a faite. Selon lui, coexistent donc en nous dès l'enfance deux types de pulsions qui s'affrontent, les pulsions sexuelles d'autoconservation qui sont plutôt symbolisées par la pulsion de vie Eros, le du grec de l'amour, et la pulsion de mort qui s'appelle Thanatos, qui est donc la représentation de la mort. Lacan va reprendre comme post-freudien la question du masochisme à partir de la pulsion de mort. Il dit qu'en effet, effectivement, il y a un masochisme primordial qui pousse l'individu à se faire objet de l'autre. Il est en effet des cas où finalement la souffrance masochiste s'avère comme seule et unique certitude d'être. Ce sont des gens qui sont porteurs d'une blessure narcissique absolument profonde et c'est un point crucial, c'est que dans le fond, ils ne s'estiment pas, ils n'ont pas le sentiment de s'être approprié leur sort, leur destin, leur autonomie, bref, leur vie. Chez les hommes victimes de la perversion narcissique, on peut émettre l'hypothèse d'un petit garçon qui aurait vécu un Oedipe inversé, c'est-à-dire qu'en fait, ça l'aurait fait rentrer dans une espèce de principe féminin, euh, plutôt où il va prendre soin de l'autre. C'est pas qu'il est efféminé, c'est que le principe féminin, c'est je prends soin d'eux. Le principe masculin, c'est je vais vers. On a tous de tout. Mais ce petit garçon, peut-être, qui a éventuellement trouvé admirable son père, en l'occurrence. Ce petit garçon qui s'est confronté dans un rapport au père avec une vive tension, quelque chose d'actif, d'agressif, d'une rivalité, mais aussi finalement en laissant le champ libre à l'autorité du père qu'il a rendu admirable, eh bien ce petit garçon-là, en cours de ne pas pouvoir aller chercher son principe masculin de conquête. Et donc, ce qui va emporter chez lui, c'est le fait d'être d'accord pour dire qu'il est moins que la figure d'identification qui est son père. Et de ce fait-là, il va probablement déterminer à l'âge adulte une forme de position masochiste dans la relation avec ses partenaires. Et donc, ce sont des hommes qui sont très gentils, très courtois, très aimables, mais qui se feront les valets, les servants d'une femme, dans le fond, parce que ça s'est inscrit comme ça dans leur petite enfance. Pour la fille, c'est un peu plus compliqué parce que le masochisme féminin, il est plutôt de bonne aloi, on va dire, parce que sociétalement, il est plus compréhensible, il est plus perceptible. Elle veut, au bout du compte, que pour son père, elle soit sa petite chose la plus précieuse au monde. Donc, c'est une grande passivité qui va conditionner son comportement. C'est une passivité parce qu'elle va admirer ce père qui n'aura que des yeux d'amour pour cet enfant qui lui trouve tellement de belles choses. Et donc, finalement, cette passivité va conditionner à trouver un homme et se faire de lui l'objet. Pour avoir elle-même un objet, c'est l'enfant. Alors, si son Oedipe est inversé, il arrive fréquemment que les filles devenues adultes vont rester fixées à la demande d'amour qui est adressée à leur mère. Disons que la mère leur adresse leur demande de soins, d'attention, d'amour, et la mère n'en a probablement jamais assez, donc elles ne peuvent pas aller vers le père. Elles peuvent aller vers la mère, mais dans une logique d'insatisfaction, parce que la mère, eh bien, elle n'en a jamais assez, elle a besoin de cet enfant comme d'une poupée préférée. Alors le masochisme moral, c'est une douleur énorme de se faire l'objet de l'autre. Le principe du plaisir de l'autre sans principe de réalité. Le masochisme moral
est décrit comme étant celui qui est le plus civilisé finalement, le plus éloigné même de la notion de perversion. Il se reproduit finalement tout le temps, sans jamais s'avouer comme tel. C'est là où, dans la séduction, dans la quête amoureuse des jeunes surtout, chaque occasion est la bonne. En fait, dès l'instant où l'on rencontre quelqu'un, quand on est jeune et qu'on a un tel désir de faire sa vie finalement, comme on dit, de se poser ses valises, de trouver l'âme sœur, eh bien chaque opportunité est historique, donc on la, on la valorise énormément, il ne faut rien rater. C'est un énorme enthousiasme qui se crée. Et puis, en fait, on passe de bras en bras, un clou chasse l'autre, avec une interchangeabilité des partenaires, mais avec beaucoup de sincérité. Et ce masochisme sous-jacent-là, il est là parce que dans le fond, c'est toujours la même expérience que ces personnes reproduisent sans arrêt, puisque quelle que soit la demande apparente d'en être soulagé, comme tout le monde, bah, le plaisir secret d'être quand même l'objet de l'autre euh, est incitatif. On a besoin de faire sa vie avec quelqu'un. Et c'est là où je me dis, mais comment l'expliquer? Je crois que ça sous-tend une logique de culpabilité inconsciente. En fait, il faut bien comprendre que dans le psychisme, il y a une instance qui s'appelle le surmoi, c'est-à-dire un peu le gendarme du psychisme, celui qui dicte ce qu'il faut faire et ce ne faut pas faire. Il y a un surmoi qui est totalement cruel et intraitable, hein, c'est ce que Lacan appelait le saboteur interne. Il y a nécessairement une culpabilité et elle est fantasmatique, elle n'est pas réelle. Là encore, le principe de réalité ne se pose pas. Parce que dans le fond, dans cette culpabilité, il y aurait peut-être, tiens, je n'arrive pas à rendre heureux mon père ou ma mère, tiens, je n'arrive pas à produire de la satisfaction constante, tiens, je n'arrive pas à manifester des choses qui vont permettre à ce narcissisme familial de se poser. Donc, à cause de cette culpabilité originaire, ben, va surgir en fait un sentiment de ne pas être à la hauteur. Le masochisme, il faut bien comprendre il fait l'objet d'un double conflit intrapsychique. C'est qu'il y a le surmoi éthique et pacificateur qui sait par exemple nous dire quoi faire, comment faire dans des situations où on a besoin que la loi s'imprime en nous, que par exemple on sache que on conduit uniquement avec un permis et qu'on n'a pas à le faire sans. Euh, c'est normalement lui qui devrait être aux commandes, mais c'est pas celui dans le masochisme qui est aux commandes, c'est le surmoi archaïque, c'est celui qui dit attention, je suis cruel, je suis intraitable. Et vous voyez dans ce schéma-là qu'il y a un conflit constant entre les surmoi et le moi qui est tout petit, qui est censé être l'instance régulatrice, bah, il s'y perd. Et dans le fond, il laisse le surmoi sadique, animé par une pulsion de destruction, produire finalement que nous ferons l'objet de l'autre. Donc, placer correctement son Oedipe, c'est essentiel. Enfin, que les parents se disent, oui, en effet, je dois m'intéresser à cette question pour ne jamais donner à mon enfant le sentiment d'une dévalorisation ou d'un manque de réussite dans le bonheur qu'il pourrait nous donner. Mon bonheur en tant que parent n'est pas sous-tendu par ce que mon enfant va faire. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas l'enfant qui doit donner du bonheur à ses parents, c'est ses parents qui doivent lui donner du bonheur. Ce n'est pas la même chose. Alors justement, dans cette confusion-là, il y a une forme d'usurpation du pouvoir et un processus d'aliénation incroyable. Voilà ce à quoi la victime, femme ou homme, d'un pervers narcissique est exposée. Et nous parlons bien d'une tyrannie. Pour se laisser tyranniser, deux opérations conjointes doivent se dérouler. La victime rencontre le tyran avec un but commun qui est la séduction, ça je suis d'accord, l'opportunité d'ailleurs historique de retrouver un ou une conjointe, et il doit se présenter de telle sorte qu'elle se sente rassurée, protégée, cette victime. La séduction va donc prendre l'apparence de la séduction sexuelle, mais en réalité, c'est une séduction de nature narcissique. Le tyran construit l'illusion à une personne qui a donc besoin de cette illusion. Elle a besoin d'une illusion d'un lien personnel fort, unique entre elle et lui. Elle a besoin de partager avec cet autre une relation réelle qui est marquée a priori par de la réciprocité, de l'échange, d'une intimité sans égale. C'est ça qu'on attend de l'amour. Mais la victime assiste à une attitude plutôt empressée. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le témoignage. Euh, le tyran va se poser de deux façons différentes, avec des tactiques différentes.
Dans la première, il laisse plutôt percevoir un aspect de sa détresse. Il montre qu'il a souffert dans la vie. Ça induit à sa victime un sentiment de réparation, source évidemment après de toutes les justifications, puisque la victime va dire non, il n'est pas si mauvais, il a souffert, mais il a des bons côtés. Toute sa vie, il était obligé de se battre, etc. Vous voyez cette induction-là, comment elle se précise. Donc, il faut que cette victime se sente sauveteur dans l'âme pour le rendre possible. Et aussi dans une forme de toute puissance, puisqu'elle se croit capable, et qu'il n'y aurait qu'elle pour ça, de sauver ce partenaire de sa détresse chronique. Dans l'autre stratégie, c'est plutôt la plénitude qui est mise en avant, avec la force d'un raisonnement du style « toi et moi, on sait bien que ». C'est-à-dire que là, la victime est tout à fait subjuguée par le charisme de son tyran, une telle force tranquille, une telle pseudo-complicité, et donc ça nécessite de lui accorder blanc-seing. Et elle peut confondre un état de sidération avec un sentiment amoureux. En fait, elle trouve l'autre admirable et elle a besoin de ça. La victime se laisse donc rapidement, et à la faveur de ce sentiment amoureux, s'installer avec un tyran progressivement, comme ça, dans son psychisme. Il va prendre la place de son idéal du moi, il va l'incarner en sa victime, il va devenir de plus en plus quelqu'un d'important, de très important même, de beaucoup plus compétent qu'elle. C'est donc bien elle qui se place en infériorité. La victime se laisse narcissiquement séduire. Alors, question, pourquoi un être humain peut-il ériger un autre être humain comme idéal? Comment un être humain peut-il se laisser abuser par des mécanismes de séduction? Parce que dans le fond, on en a besoin. Le tyran est le résultat d'une projection que la victime construit en elle-même et qui nourrit ses propres fantasmes. Les humains cherchent donc à échapper à la solitude, tant pis s'ils sont asservis. Mais la servitude, elle peut avoir paradoxalement de bons côtés, elle peut provoquer notamment un soulagement. Elle préserve de la désorganisation, de l'anarchie, de l'angoisse. Euh, les aspects de soi, finalement, sont préservés. La victime va mettre toute sa puissance dans les mains d'autrui. Le processus d'asservissement suppose donc un partenariat complètement inconscient entre le tyran et le tyrannisé. On peut aller jusqu'à proposer même l'idée d'un contrat de servitude. Ça, c'est un terme qu'a utilisé Pira Olanier. Elle parle de contrat narcissique. Pira Olanier, c'est une psychanalyste mexicaine. Je vous propose de vous référer au webinaire que je donne le 24 mars 2021, donc au moment où j'enregistre ce webinaire-ci, évidemment, il n'a pas été produit, et il sera consacré aux émotions. Parce que dans le fond, le tyran va jouer sur les émotions constamment de sa victime, qui, si elle est à fleur de peau, hyper émotionnelle, hyper émotive, eh bien, évidemment, ça va être compliqué. Et c'est l'un des plus puissants moteurs que les victimes mettent à disposition de leur pervers narcissique. C'est bien la honte. La honte, ce n'est pas l'une des émotions majeures, une des quatre majeures, comme la colère, la peur, la tristesse et la joie. Mais enfin, la honte, c'est quand même un sentiment très terrible. En fait, la terreur que le tyran fait régner autour de lui passe par le risque de perdre l'estime de soi. Donc, en fait, c'est un sentiment d'indignité qui est projeté par le tyran sur sa victime, en écho, bien sûr, de ce qui s'est déjà produit dans son histoire. Donc, cette question de honte n'est possible que parce que la victime croit qu'il est nécessaire d'avoir honte, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas savoir rendre heureux, ou de ne pas savoir faire ceci, cela par rapport à l'autre qui a l'air d'être tellement, tellement fort, tellement doué. Nous sommes là en pleine notion d'incompétence acquise, ce qui assoit l'emprise fatale. Comme une confirmation d'une définition dégradée de soi, le tyran incarne une figure parentale toute puissante et impitoyable. Et je vous fiche mon billet que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la vie de quelqu'un quand il est dans ce système-là. Je dirais qu'au bureau, c'est la même chose. Je vous propose une définition du harcèlement moral au travail et vous comprendrez que finalement, il y a de la duplication dans tout. C'est un ensemble de conduites et de pratiques qui se caractérisent par la systématisation,
la durée et la répétition d'atteinte à la personne ou à la personnalité par tous les moyens relatifs au travail, ses relations, son organisation, ses contenus, ses conditions, ses outils, en les détournant de leur finalité, infligeant ainsi consciemment ou inconsciemment une souffrance intense afin de nuire, d'éliminer, voire de détruire. Il peut s'exercer entre hiérarchiques et subordonnés de façon descendante ou remontante, mais aussi entre collègues de façon latérale. Voilà une citation de Marie-France Hirigoyen. Donc, isoler quelqu'un, refuser toute communication, ne pas lui transmettre de consignes, multiplier les brimades, ne pas lui donner de travail ou au contraire un travail humiliant, ou alors donner trop de travail ou un travail largement au-dessus de ses compétences. Bref, tout ça, c'est du harcèlement moral et ça doit être défini en tant que tel. Je vous fais le rappel de quelques attitudes emblématiques du pervers narcissique auxquelles la victime se prête. 1. La culpabilisation. 2. La capacité à verrouiller sa parole quand le ton est péremptoire. La victime également considère sa sensibilité à la terreur parce que le pervers narcissique a besoin d'être craint. Parfois, il a besoin d'être un ami. Donc, elle est sensible ou à la terreur ou à la persuasion. La croyance d'une situation sans issue qui fait accepter d'être objectalisée. Son intolérance à la solitude, illusoire d'ailleurs, parce que la victime, là, dans le cas présent, reste très seule, évidemment. Son émerveillement en société, de l'intelligence ou de l'aisance sociale de son compagnon ou de sa compagne perverse narcissique. Son impasse sur le fait que l'intimité psychique du pervers narcissique soit très pauvre et que dans le fond, il ne soit habité de rien du tout. Son sentiment d'être un faire-valoir, tout ça, la victime se prête à ce jeu-là. Elle se prête aussi au jeu, un certain jeu de naïveté, parce que son immobilisme, finalement, fait progresser l'emprise par la séduction, le jeu des apparences, la dissimulation, le mimétisme, le fait d'avoir été divisé, cloisonné, isolé. Tout ça, la victime le rend possible. Elle, elle accepte le principe d'autorité de domination de l'autre et même son induction, puisque l'autre va suggérer une idée plutôt que comment dire, de parler par injonction. Euh, Elle va d'ailleurs préférer être pédagogue face à ce pervers narcissique. Et c'est là le grand trouble. Parce que dans le fond, face aux contradictions et les erreurs, face aux messages paradoxaux, face à ces calomnies, ces mensonges, ces fausses vérités et ces insinuations, eh bien, il faut comprendre que la victime reste toujours pédagogue. Elle essaye toujours d'expliquer au pervers narcissique ce qu'il faudrait faire, ce qu'il doit considérer, qu'elle n'a rien fait de mal. Mais pourquoi? Puisque de toute façon, ce n'est pas ça qu'il a besoin d'entendre. Il faut comprendre surtout que pour un pervers narcissique, il fait une confusion totale entre les limites qu'il y a entre soi et l'autre. Encore une fois, Marie-France Hirigoyen, que je cite, dit « Le pervers narcissique n'établit pas de limite entre soi et l'autre. Il incorpore les qualités de l'autre, se les attribue pour pallier les faiblesses de sa véritable personnalité et se donner une apparence grandiose. Ces qualités qu'il s'approprie, il les dénie à leur véritable possesseur. Cela fait partie intégrante de sa stratégie de séduction. La séduction narcissique rend confus, efface les limites de ce qui est soi et de ce qui est autre. On n'est pas là dans le registre de l'aliénation, comme dans l'idéalisation amoureuse, où pour maintenir la passion, on se refuse à voir les défauts ou les défaillances de l'autre, mais dans le registre de l'incorporation dans le but de détruire. La présence de l'autre, dit-elle, est vécue comme une menace, pas comme une complémentarité. La victime a perdu son sens critique, son esprit critique. Et c'est bien là le retour au principe de réalité que je vous propose de comprendre. La communication étant tellement perverse avec un pervers narcissique qu'il est difficile en effet de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais si la victime retrouvait son principe de réalité, qui consiste à dire je veux d'abord vérifier ce que la réalité dit dans telle et telle situation, plutôt que de me vouer simplement à la vie de mon compagnon ou de ma compagne, parce que dans le fond, je dois y apporter un esprit critique et un libre arbitre, je dois reconsidérer mon autonomie de pensée, eh bien là, les choses seraient probablement très différentes. Donc la victime joue un jeu très dangereux en acceptant quelque part de prendre en charge cette personne. Je propose donc de se mettre en métaposition. Vous savez, cette métaposition, c'est la solution qui consiste à comprendre le process et ne plus s'intéresser au contenu. Donc, on ne va plus argumenter sans cesse sur la base d'une inefficacité totale, mais on va comprendre finalement
qu'est-ce qui se passe dans la scène? Et ce qui se passe dans la scène, c'est un besoin de domination, point. Donc, ce n'est pas la peine d'argumenter. Donc, ce n'est plus la peine d'être pédagogue avec un pervers narcissique. Il est impératif que vous retrouviez, si vous êtes victime, un esprit critique dans la détection des affirmations toutes faites. Parce que bien souvent, c'est du grand n'importe quoi. Le plus dur pour la victime, c'est de ne pas entrer dans le jeu, en particulier le jeu des conflits artificiels qui sont provoqués par le pervers pour créer de la confusion. Donc la victime doit chercher des vérités, des vérités historiques, des vérités claires, une conscience établie collectivement sur quelque chose. Elle doit donc travailler sur son triangle de Karpman pour éviter un jeu psychologique. Et je vous renvoie à ce que l'analyse transactionnelle a proposé de merveilleux pour comprendre ce que sont les jeux psychologiques et les scénarios. En fait, dans ce triangle de Karpman, le sauveur, c'est celui qui en fait toujours plus que ce qui a été convenu et qui espère ainsi attirer l'attention sur lui. Le persécuteur, c'est celui qui en sait toujours plus et qui sait comment il faut faire et qui espère ainsi attirer l'attention sur lui. Et la victime, c'est celle qui n'est pas en mesure de faire ce qu'on attend, mais qui espère ainsi attirer l'attention sur elle. Et donc, les trois parties ont besoin l'une de l'autre. Il n'y a pas de victime sans sauveur et vice-versa, et pas de persécuteur sans victime, c'est normal. Donc, il y a codépendance. Donc, je voudrais vous parler maintenant de ce moteur de la codépendance. La définition, elle est simple. En psychologie, c'est une tendance à faire preuve au sein de relations interpersonnelles d'une passivité particulière ou à mettre en place des rapports avec les autres d'une manière qui puisse en fin de compte affecter négativement les relations en question et la qualité de vie de la personne. L'anxiété, qui est liée à des schémas dysfonctionnels, peut être évidemment à l'origine de dépendance affective. Ainsi, quelqu'un qui a le schéma en cas de rupture, je ne trouverai personne d'autre, va être accroché à un conjoint ou une conjointe de façon évidemment dépendante. Si c'est une croyance qu'il ne peut pas y avoir de mieux et qu'on ne mérite pas autre chose. Donc la personne dépendante affective a tendance plutôt à privilégier son émotion à court terme au détriment des éléments rationnels qui montrent en fait que la relation ne convient pas. Et c'est là où le principe de réalité doit s'inscrire. Quels sont les signes psychiques de la dépendance affective? Eh bien, une recherche de présence affective, le poids du statut célibataire, le manque d'autonomie et de stratégie, notamment d'autoréassurance à long terme, la difficulté par exemple de faire des choix. Il faudrait toujours trouver en l'autre une validation. On ne serait pas capable de choisir soi-même. Il y a une forme d'impulsivité aussi pour trouver toujours des fausses solutions à court terme. Vite dire oui pour finalement s'inscrire dans un couple, même s'il est dysfonctionnel, ça permet quand même d'être efficace sur le plan de ce que l'on attend de soi, de ce que la personne attend d'elle-même. En tout cas, un déni évident sur les conséquences à long terme pour soi et ses enfants. Et dans l'idée qui consiste à sortir de l'emprise et sortir de la perversion narcissique, il est bien évident qu'à un moment, il faut comprendre, si c'est le cas bien sûr, que la présence d'enfants doit être un signal d'alarme fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire à des enfants une image de couple parental modélisable dans un climat conflictuel et de domination. Ce n'est pas possible. Donc, si je ne suis pas en mesure de produire et de montrer du bonheur à mes enfants, eh bien, il faut que je change de système, quitte à un moment à être seule, pourvu de pouvoir retrouver à un moment ou à un autre, une autre personne qui me fera vivre une autre expérience, sans répétition évidemment de la même, et montrer à mes enfants que le bonheur existe et qu'il est à la portée de tous ceux qui le souhaitent. Évidemment, le contraire, c'est risquer d'accepter l'inacceptable, la violence physique ou morale. Toutes ces victimes acceptent une violence de quelque ordre que ce soit d'ailleurs, pour éviter de risquer de perdre un lien. Mais la violence subie, elle ne sera jamais moins grave que la perte de quelqu'un dont elles sont dépendantes, parce que toute violence doit faire s'arrêter la relation immédiatement. Et il n'y a pas de petite violence, il n'y a pas de bonne raison à être violente. Moi, j'ai dans mon souvenir une jeune femme qui était sidérée d'avoir reçu une gifle de la part de son compagnon, la première du genre, mais pas la dernière. La première qui l'a mise dans un état de sidération absolue. Et je lui dis stop pendant la séance. Je dis je vais marquer sur un bout de papier comment ce garçon a réagi.
Et je l'ai marqué et c'est ainsi qu'elle m'a dit, et j'ai pu constater qu'il y avait une confirmation dans le petit mot que j'avais écrit. J'ai effectivement dit que ce jeune homme allait lui imputer la faute de son comportement. Et effectivement, c'est ce qu'il a dit, puisqu'il a dit: «Regarde ce que tu me fais faire». Alors que la logique empathique, parce que c'est quand même la question de l'empathie qui prévaut. Si on n'est pas empathique pour vous, comprenez que vous n'êtes pas dans une posture enviable. Le manque d'empathie, c'est ce qui révèle la perversion narcissique, évidemment. Toute personne normalement constituée en empathie doit être capable de dire: «Oh là là, je suis tellement désolée, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais je suis honteux, mais c'est horrible, est-ce que je t'ai fait mal? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Bref, se plier en 12, quoi. Non, un pervers narcissique considère que dans le fond, elle l'a bien cherché, après tout. Hem, S'il y a des violences majeures, il faut savoir que, dans tous les CHU, il y a un service de médecine légale qui, comme les séries ne l'indiquent pas, ne sont pas uniquement centrés sur, l'autopsie des cadavres, mais en fait, ils sont là pour attester de violences et pour pouvoir les rendre, judiciarisables, en fait, hein. Donc ça, c'est très, très important. Il y a un rôle essentiel, dans l'émotion, puisque l'émotion donc pèse lourd dans la balance et nous le verrons ensemble le 24 avril. Mais, de ce fait, la personne va tenter d'ignorer les éléments objectifs, donc le principe de réalité qui révèle que la relation est dans l'impasse. Parce que, l'attitude qui consiste à dire: «Oui, mais je l'aime quand même», il faut bien être clair que personne ne peut être aimable en étant violent. Donc, on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne se rend pas aimable au sens digne et vrai du terme, c'est indigne d'être aimé. La victime doit donc se rendre compte de sa dimension illogique et de sa proportion à trouver des alibis à son bourreau. La victime doit donc travailler sur son attachement dit insécure. Et vous voyez bien que quand je dis ça, la théorie de l'attachement prouve bien, confère les webinaires de octobre et novembre 2020, que tout ceci est inscrit depuis l'enfance. Donc, par manque d'estime d'elle-même, elle est prête à tout accepter. Elle croit que sa vie affective va s'arrêter si elle rompt et qu'elle ne mériterait même peut-être pas d'être aimée d'un autre, qu'elle n'a pas la force, peut-être souvent, de chercher quelqu'un d'autre, comme une espèce de fatalité de solitude, que son hypersensibilité émotionnelle l'oblige à supporter la situation parce qu'elle en a l'habitude. Autrement, l'hypersensibilité ne serait pas canalisable. La victime peut aussi avoir vécu un deuil, des ruptures douloureuses et la plonger finalement dans un stress post-traumatique, tout faire pour éviter la souffrance qu'elle a connue par le passé dans la logique de rupture. Bref, la dépendance affective peut également induire beaucoup de complications, des psychosomatisations. Donc, il y a aussi des addictions, hein, bien sûr. La victime est bien dans un cas où le manque affectif, donc le manque à la mère dans mon jargon, est un véritable scénario catastrophe. Euh, Nous avons là une victime éreintée, bien entendu, et une victime qui, en thérapie, à qui il faut lui démontrer que tout est codifié et prévisible d'avance, que pour reconstruire l'estime de soi et les capacités de penser, il faut redevenir évidemment sujet de sa vie et d'établir de nouvelles relations à l'autre sur la base de ce que l'on a compris de son propre conditionnement. Donc, dans les cas de séparation, eh bien, redevenez logique, rétablissez votre esprit critique ou instaurez-le et revenez à ce principe de réalité qui fait que le bonheur, ça sera pour une autre fois, je peux le différer, mais pour l'instant, je dois être réaliste, donc m'en tenir à une réalité objective. Et donc, réfléchir à ce que le calme procurerait plutôt que le vide, hein. Il y a une grande confusion dans la terreur de se séparer, d'être seul. C'est comment je vais faire toute seule ou tout seul. Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'on l'est depuis longtemps dans ce cas de victime, vous voyez, mais on ne le sait pas. Et surtout, je crois que l'idée, c'est de rompre le huis clos. Parce que si on indique à un pervers narcissique qu'on a parlé de la situation à sa famille, ses amis ou nos amis ou peu importe qui, eh bien en fait, le pervers narcissique se sent dévoilé. Et dès l'instant où il est dévoilé, il ne peut plus agir, puisque là, pour le coup, il aura des comptes à rendre à d'autres.
Donc, c'est vraiment en général la terreur du qu'est-ce qu'on va dire de moi qui permet à la victime de s'en sortir très dignement. Mais il faut le faire, il faut oser le faire, évidemment. Alors, je dis il faut comme une injonction, mais ça ne peut passer que par le fait d'oser dire ce qui est réellement. D'abord parce que je suis persuadée, et en tant que psychanalyste, que c'est bien la verbalisation qui permet la prise de conscience. Et donc, en verbalisant à d'anciens proches redevenus proches à la faveur de ces confidences, que la victime prendra conscience de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, en fait, une fois informé, et si le risque de séparation est très grand, bien évidemment, le retour à la lune de miel, c'est-à-dire au sentiment que le pervers narcissique, pour vraiment lutter pour 2 minutes de plus de lien, où, bah, il va rebrandir tous les codes de la séduction, redevenir sympa, redevenir courtois, redevenir complimentaire. Et donc, dans complimenteur, il y a menteur, pour pouvoir rétablir quelque chose, parce qu'il a l'impression probablement qu'il est allé trop loin et que la victime s'en rend compte. Donc, ne cédez pas à ce qu'on appelle le retour à la lune de miel, que l'on voit dans un schéma que je peux vous fournir, où toute tentative de séparation, si elle n'est pas véritablement bien opérée, va produire à la victime l'idée que non, peut-être qu'elle n'a pas bien compris, et comme le pervers narcissique lui donne le change à ce sujet-là en étant très sympa, bah finalement, elle range au placard ses velléités de séparation. En même temps, elle n'est pas tout à fait inconsciente. Elle a gardé quand même quelques traces mémorielles, et il suffit que la douche froide reprenne, c'est-à-dire que finalement, dès l'instant où le pervers narcissique a le sentiment que la situation est de nouveau bien verrouillée, et il redevient donc ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de négligent, d'humiliant, de dégradant et de profondément désagréable, eh bien là, comme ça, la victime a cette possibilité de vérifier qu'elle ne s'était pas trompée initialement, et la deuxième tentative est généralement la bonne. Donc, rappelez-vous du mythe du chien battu, hein, ce n'est pas un mythe d'ailleurs, c'est vrai. Le pervers narcissique va essayer, dans un jeu psychologique, de faire le menton qui tremble, et de se trouver tout à fait démuni en disant à l'autre à quel point il a compris enfin, ce qui donne à la victime le sentiment que peut-être c'est vrai, mais ça ne l'est pas. En fait, ça ne rate jamais. Il faut aussi surmonter la peur de se tromper. Effectivement, toutes les victimes passent par cette étape. Elles me demandent si ce n'est pas elles qui sont perverses narcissiques. Et ça, c'est vrai. Quand on se pose cette question, c'est qu'en fait, on ne peut pas l'être, puisqu'un pervers narcissique, lui, ne se la pose jamais. Dans le cadre du divorce, il est important de de se permettre d'établir un cadre juridique extrêmement précis. C'est-à-dire que tout doit être notifié. L'heure, les modalités de retour des enfants, par exemple, la façon dont les choses vont se considérer sur le plan financier, y compris dans le périscolaire, vous savez, tous les détails. Et donc, je vous encourage à, quand vous allez voir un avocat, expliquez-lui la situation de perversion narcissique, expliquez-lui. Peut-être que c'est une fausse belle histoire depuis le début, ou une escroquerie amoureuse. Peut-être que vous êtes face à une quête de domination et que vous avez été trop naïf ou naïve, que c'est un mirage de bonheur, que c'est un enlisement dans un rapport de force constant, une entourloupe, un piège, une supercherie affective, une stratégie de destruction qui aurait pour but une prise de possession d'un territoire, une métamorphose impossible à détecter avant qu'elle ne se manifeste. Bref, vous êtes face à un loup tapi dans l'ombre, homme ou femme, et donc cette indication-là doit permettre à l'avocat de prendre en compte que d'abord, il doit être force de proposition pour vous aider à bâtir une structure extrêmement élaborée, parce que c'est la structure qui créera le cadre, et le cadre, la protection. Alors évidemment, comment faire avec des enfants en bas âge? Moi, je préconise qu'il ne soit pas nécessaire forcément
de rentrer dans une logique habituelle de mode de garde. D'ailleurs, très souvent, les pervers narcissiques luttent pour la garde alternée, alors qu'en fait, un enfant, c'est très contraignant pour eux. Ils en ont eu besoin parce que ça leur a permis de verrouiller la situation, mais en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas du tout le sens de l'enfant. Donc, je ne suis pas du tout contre l'idée de préconiser une mise en protection des enfants avec parfois des visites encadrées. Et ça fait 20 ans environ que des espaces de rencontre existent en France. Ça a été plutôt codifié avec une loi du 5 mars 2007, parce que là, il y a une reconnaissance juridique. L'enfant, s'il est privé d'un des parents et que la situation parentale est conflictuelle, bien, il peut nouer un contact, ou en tout cas maintenir un lien dans un lieu neutre qui est indépendant, et puis que surtout est encadré par un personnel, enfin, des acteurs sociaux importants. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer ça dans la mesure où des enfants en bas âge risqueraient d'être négligés par un pervers narcissique qui ne sait pas comment faire en fait. Il n'est pas assez maternant puisqu'il n'a pas conscience de l'autre. Le cadre et le factuel, sans en rester à ça. Dans la présence d'un nouveau partenaire de vie, l'idée que j'ai moi, c'est de ne pas donner trop d'informations parce qu'il ne faut pas retomber dans une logique imaginaire, mais toujours dans un principe de réalité et convenir que l'amour romantique n'est pas forcément si tentant et qu'il faut d'abord éviter de dire tout ce que l'on a vécu, tout ce que les autres vous ont infligé, parce que dans le fond, le pervers narcissique va considérer ça comme des informations extrêmement importantes, puisque si ça a marché une fois, ça marchera pour lui. Donc, ce qui compte, c'est d'être vraiment en conscience de ce que l'on dit et de savoir tenir sa langue pour ne pas être trop dans un partage d'histoire, mais un partage d'intimité. Voilà, c'est pas le même registre et ça suffit largement. Et après, on voit. Il faut aussi, je pense, envisager la question de l'affirmation de soi et être capable de comprendre, de faire comprendre à l'autre qu'on a une pensée propre. Et donc, il y a une énorme différence, j'emploie toujours cet exemple, mais une énorme différence entre oh là là, est-ce que tu trouves que cette robe me va bien? Où là, on demande à l'autre une validation, et la phrase qui dirait oh, j'adore cette robe, comment tu la trouves? Eh ben, si vous dupliquez ça à tout, vous avez d'une part une personne qui attend systématiquement la validation d'autrui pour décider, et donc en dépendance affective totale, et l'autre, ben, un avis sur soi, un avis sur son comportement personnel, et éventuellement qui pourrait être assorti à l'avis de l'autre, mais pas déterminant non plus dans le choix. Eh bien, c'est ça, c'est une forme d'affirmation de soi qui évitera d'attirer les pervers narcissiques. Et donc ça se travaille et probablement en thérapie. J'en terminerai par un mécanisme de défense qui est pour moi le plus merveilleux des ressorts pour sortir de la perversion narcissique, c'est ce qu'on appelle la sublimation. C'est la capacité inconsciente, bien sûr, puisque tout mécanisme de défense est inconscient, que l'on a de transformer une pulsion destructrice en pulsion constructive. Alors, en fait, il faut comprendre que la pulsion, ce qu'on appelle la libido, c'est-à-dire non pas réservée au compartiment sexuel, mais à tout ce qui est l'élan de vie, quelque part, l'énergie, eh bien, c'est une pulsion qui est de l'ordre sexuel, mais sans sexualité. C'est-à-dire, c'est un désir. Voilà. Désirer, porter son attention sur quelque chose qui va permettre la créativité, un investissement artistique, intellectuel, sportif, je sais pas moi, humanitaire, peu importe. La sublimation, c'est le déplacement du but de la pulsion sexuelle vers des buts non sexuels, donc intellectuels, artistiques, idéologiques. La sublimation, en fait, comme résilience. Et on peut s'étonner de l'énergie investie par certains artistes dans leurs œuvres, et on sait que plus, finalement, on connaît bien le problème des poètes maudits, ils ont écrit des œuvres absolument merveilleuses dans un état de détresse morale absolue. Donc, la sublimation, c'est probablement un vecteur de résilience dans une capacité à résister à un traumatisme et à se reconstruire, c'est-à-dire finalement renaître de sa souffrance, rebondir après un malheur. Et c'est véritablement dans un but réparateur que cette sublimation, c'est-à-dire s'investir dans autre chose qui peut permettre
à la victime de sortir de sa dimension de perversion narcissique. J'en terminerai par vous remercier de votre attention et vous proposer donc les prochains rendez-vous. Le 24 avril, le prochain webinaire Psy du samedi sera consacré donc aux émotions, quand les émotions nous trahissent. Le 29 mai, nous aurons l'argent, le temps et l'accomplissement, où vous verrez que dans le fond, nous sommes voués à un but ultime, c'est de finir nos jours avec le sentiment d'avoir bien vécu et que si ça ne se produit pas, c'est probablement un calvaire. Le 26 juin, donc toujours les derniers samedis de chaque mois, nous aborderons l'interprétation des rêves et je vous propose donc de continuer ou de commencer à écrire vos rêves en mettant un calepin et un stylo à côté de votre lit sur votre table de chevet et de tout de suite inscrire les éléments car en fait, les rêves sont extrêmement fugaces et si nous ne les notons pas, ils disparaissent. Or, vous verrez à quel point ils symbolisent quelque chose de très important, un message en fait. Les vacances se produiront jusqu'au 28 août, puisque c'est le 28 août que nous aborderons la communication non violente, comme pour augurer de bonnes intentions à la rentrée et se dire que désormais, la communication interpersonnelle passera par une communication non violente de bonne aloi dans un moment où les tensions entre êtres sont au paroxysme dans une société hyper moderne et hyper déshumanisée. Alors heureusement, pas toujours et pas pour certains. En tout cas, pas pour nous. Et je vous remercie encore de votre attention. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mes travaux. J'espère que cette conférence vous aura été utile et n'hésitez pas à vous inscrire de votre côté sur le site véronique-salmon.fr pour avoir accès au webinaire ou même au replay, puisque maintenant les replays coûtent tous 8 euros, les webinaires coûtent tous 8 euros. Celui-là, en revanche, est gratuit. Il est gratuit parce que la perversion narcissique est un thème qui me tient énormément à cœur. J'en ai fait une spécialité et je souhaite sa diffusion la plus large possible. Alors, à bientôt. Au revoir. Un grand merci encore.